Bonjour Géraldine, vous allez bien? Très bien, et vous? Je salue notre équipe, comme tous les jours. À la batterie, Fabrice. Et quel coup de baguette. Lafitte. Bonjour tout le monde. Bonjour. Au tambourin, nous reconnaissons le son. Bonjour à tous, je sais même pas ce que c'est, mais bonjour à Vous savez pas ce que tous. c'est qu'un tambourin? Non, c'est quoi un tambourin? Un tambourin, c'est un petit instrument de musique Bon, je vais regarder ça. sur lequel on tape. Très bien. Bon, Non, oui. c'est un petit oui, c'est pas un ça tambour. pour me taper dessus, on me tape dessus. Bah, c'est oui, pour ça oui. que vous êtes un tambourin. Oui, merci à vous. Ça va, et tout va puis, bien? Et puis, ça va, tout va bien, oui. Soyez correct quand même. Pardon. Et puis Florian avec un i entre le A et le R. Florian. Bonjour Pascal. Exactement, Carassou-Maillan est là. Flic à la BAC Nord, c'est évidemment le livre qui vient d'ailleurs après le film, mais c'est votre histoire qui a inspiré Cédric Jiménez. Rebonjour Sébastien Soulet. Bonjour. Et on va partir du départ, forcément, de cette affaire. Un scandale arrive dans la prestigieuse BAC Nord de Marseille. Vous seriez des ripoux. Racontez-nous comment tout cela s'est mis en place. C'était il y a combien de temps? L'enquête démarre, c'était l'hiver 2011, jusqu'à ce qu'on soit interpellé en octobre 2012. Donc les bruits commencent, en fait, on nous accuse de racket en bande organisée, on nous accuse de voler de l'argent aux dealers des cités, on nous accuse de leur prendre les sacoches avec l'argent, de la revendre nous-mêmes, on nous accuse de tous les maux, en fait, de tout ce qui se passe dans la voyoucratie. Donc c'est ce qui touche, on nous accuse même de vol de portefeuille, enfin, tout s'enchaîne Quand très vous dites vite. on, c'est qui? Il y a l'IGPN au tout début, avec une petite guerre de chefs en dessous, une guerre politique aussi, et un accusateur au début qui est censé être le pilier de l'affaire de la BAC Nord. C'est quelqu'un qui dénonce en gros tout ce qu'il a fait lui, en s'effaçant forcément de toutes les histoires, puisqu'il avait déjà été révoqué de la police nationale. Et du coup, l'ancien préfet de l'époque, préfet Gardère, s'appuie sur toutes ces déclarations pour sortir cette affaire et mettre en œuvre toute une série d'écoutes, de sonorisations, jusqu'au moment de notre interpellation, le 2 octobre 2012. Alors c'est un livre qui est à la fois bouleversant, extrêmement émouvant, parce que c'est un témoignage humain, et puis c'est une descente aux enfers. Vous êtes resté 69 jours en prison, vous êtes policier. D'ailleurs, on est toujours étonné qu'un juge d'instruction puisse vous mettre en prison, et que vous ne bénéficiez pas d'une présomption d'innocence supérieure. Et vous écrivez, oui, la lèpre sociale s'est abattue en 2012 sur tous les fonctionnaires de la BAC Nord de Marseille, cette brigade anticriminalité qui était, au dire de tous, la meilleure de France, celle que tous citaient un exemple, celle qui multipliait les affaires hors normes. C'est vrai que les baqueux, et ça faut le dire, parce que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est un baqueux, c'est pas un policier comme les autres. Un baqueux, en fait, il faut comprendre que c'est des gars qui vivent leur métier comme tous les policiers, mais le baqueux, il a quelque chose quand même en plus, c'est qu'il travaille avec l'adrénaline, c'est-à-dire que c'est 3 policiers, souvent 3 copains qui sont dans la même voiture, qui arpentent les rues des quartiers souvent difficiles, en tout cas c'était mon cas, puisque c'était les quartiers nord de Marseille, et c'est un peu votre famille, donc du coup vous vous livrez dans les voitures, vous parlez de tout et de rien, et dans un millième de seconde, ça déclenche parce que vous voyez ou un braqueur, ou vous voyez un dealer qui s'en va en courant, ou quelqu'un qui arrache le sac d'une mamie, et puis là, vous avez l'adrénaline qui rentre, et puis vous vous habituez à ça. C'est la difficulté un peu de ces quartiers, c'est que ça peut paraître très calme le matin, puisque tout le monde me dit « oh, mais ça a l'air calme ». Et puis vous intervenez, et en quelques secondes, vous vous retrouvez avec 30 ou 40 personnes autour de votre voiture, et c'est à vous de gérer, puisque vous êtes que 3. Alors, ce qui est intéressant également de dire, c'est que si vous piquez ou si vous rackettez les dealers, à mon avis, vous ne devez pas rester longtemps en vie. Et on a donc pu imaginer que vous rackettiez les dealers en échange de je ne sais quoi. Et a priori, c'est pas quelque chose qui tient dans ces milieux-là. C'est pas, non, bien entendu que ces milieux-là, avec l'argent qu'ils génèrent, je ne les vois pas, sincèrement, se laisser mettre à l'amende parce que c'était l'idée, par des fonctionnaires de police. Je pense que ça aurait été les premiers à aller au commissariat parce qu'ils savent le faire. Il faut arrêter de croire que ces dealers restent dans l'ombre. S'ils sont victimes de quelque chose, ils savent se rendre au commissariat. Et ils seraient venus, parce qu'ils ont pas mal d'écoute aussi, il faut quand même le dire, de notre côté, surtout au vu avec la police des polices. Et je pense qu'ils auraient eu une oreille attentive. Donc bien sûr que c'est grotesque, ça me prendre à des dealers comme ça et leur prendre tous les jours, puis le matin, l'après-midi, le soir, une sacoche en leur disant merci pour tout et bonne soirée.
c'était totalement grotesque. Vous parlez beaucoup de la presse, tous les ingrédients d'un bon papier étaient présents, des policiers de la BAC qui raquettent des gros dealers dans les quartiers nord de Marseille, des informations furent distillées savamment dans la presse, au mépris de la présomption d'innocence. Certains avaient affirmé que chez l'un des policiers, en l'occurrence moi, près de 100 000 € en petites coupures avaient été retrouvés, enterrés dans mon jardin avec un pistolet automatique. Oui, certains journalistes ont dans cette histoire oublié le principe de vérification et d'information. D'être pas tendre avec la presse. Je suis pas tendre avec ceux qui ont voulu de force faire une histoire. Moi, je pense que la presse, elle a fait son rôle au début, ça c'est une certitude. Après, quand on est de l'autre côté du cadran, forcément, c'est pas la même chose. On voit les séries, on voit les chaînes en continu qui font que dire oui, la BAC Nord, c'est les voyous. C'est pas facile à vivre, ça c'est une certitude. Maintenant, ceux qui ont écrit carrément des faussetés, ça c'est autre chose. J'ai eu un mot pour cet individu dont je me souviens même plus le nom parce que je pense que c'est pas très intéressant. Mais pendant le procès, lors de ma première question, parce que 2 jours avant, il avait voulu vendre encore son papier en disant que chez moi il y avait 800 000 € en liquide et des pistolets automatiques. Et j'ai dit devant la présidente du tribunal, j'ai dit mais madame, pour ceux qui m'écoutent et je sais qu'il est dans la salle. Ma perquisition a été négative, donc j'ai dit, vous le savez, tout a été mis en œuvre pour fouiller chez moi, les affaires, toutes les chambres, tout le jardin, la voiture, tout y est passé. Et je pense qu'il aurait juste dit, puisqu'il se vantait de connaître l'affaire par cœur, je pense qu'il aurait dû juste dit lire le PV de perquisition, c'était pratiquement un des premiers. Et ça l'aurait évité de dire n'importe quoi. Sébastien Soulet est avec nous. Je précise que ce livre est écrit avec Christelle Marquez, qui a fait vraiment un excellent travail, sans doute avec vous. Elle est journaliste à Toulon pour Radio France et spécialiste dans les faits divers et la couverture des affaires judiciaires. Et c'est vrai que c'est un livre qui est émouvant. Au-delà, bien sûr, de ce que vous racontez, c'est cette dimension humaine, moi, qui m'a beaucoup touché. Et puis vous nous raconterez tout à l'heure, lorsque vous êtes entré en prison. Enfin, on imagine, non justement, on n'imagine pas ce que c'est lorsque quelqu'un comme vous, comme nous, qui n'est absolument pas habitué à ces endroits-là, à cette trajectoire-là. Parce que lorsque vous êtes un criminel, j'ai envie de dire, bon, ça fait partie du job, mais lorsque quelqu'un comme vous, comme nous, se retrouve confronté à cette réalité, il peut quand même perdre pied très, très, très rapidement. Et vous nous direz comment vous avez réagi, comment peut-être vous êtes découvert ou pourquoi pas même surpris. Il est 11h12. Nous sommes ensemble, Flic à la BAC Nord. À tout de suite. Je me mets plus à genoux. En fait, c'était une musique. En prison, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Parce que du coup, vous avez les journées sont longues, je l'ai dit et je le redis. Vous avez besoin de passer d'une heure à une autre jusqu'à ce que ça vous amène au repas qui se passe à 18h30. C'est pour ça que je fais un lien avec les EHPAD, parce qu'on mange très tôt quand on mange. Et du coup, il y a cette chanson qui passait et c'est vrai que je me suis raccroché à ça. Alors, c'est à ce moment-là peut-être que je me suis dit aussi qu'il y avait beaucoup de travers dans la prison parce qu'on touche tellement le fond et c'est tellement compliqué émotionnellement qu'on peut très vite être... Alors, c'est pas le cas quand on est en isolement, mais j'imagine que les jeunes qui n'ont rien à y faire, parce que ça peut arriver aussi, ou peuvent être très vite recrutés par des fanatiques religieux, ou peuvent être recrutés par une bande organisée un petit peu plus grosse que ce qu'il avait fait pour l'envoyer en prison. Et je pense que voilà, c'est quelque chose que si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Je pense qu'il faut réellement en parler, c'est que ça touche tellement profondément que du coup, on est capable, vous voyez, j'en parle vraiment dans le livre, c'est que j'étais prêt à me mettre à genoux, à faire le signe de croix, alors que je ne le faisais pas jusqu'à présent. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'il faut ressentir aussi à travers ce que j'ai voulu écrire, c'est que il y a la perversité aussi de la prison peut amener à des choses un petit peu plus compliquées. Quand vous dites vous êtes à l'isolement en cellule, mais aussi lorsque vous êtes en promenade. Il n'est pas question que vous soyez au contact des autres prisonniers parce que ça pourrait très mal se passer pour vous. Oui, tout à fait. En fait, on est mis en isolement par le statut qu'on a de policier quand on rentre, tout simplement pour notre sécurité, parce que si quand vous vous promenez, si on vous met dans une promenade où il y a tous les détenus, un matin m'a clairement dit que je tiendrai pas plus de 2 minutes, qu'on vous met à l'abri d'une caméra, parce qu'il y a des angles où on ne peut pas voir profondément ce qui se passe, et puis il me dit, ben là, il vous lynche, donc du coup, c'est par rapport à notre statut qu'on est mis en sécurité, à l'isolement. Quand vous rentrez la première nuit, c'est tellement violent qu'il y a quelqu'un qui manifestement sait qui vous êtes et qui pendant toute la nuit va égréder votre prénom.
C'est ça, en fait, ça reste une énigme. Je pense que ça vient d'un maton parce que je vois pas comment ça pourrait être ressorti autrement. Le prénom a été distillé à quelques détenus et le détenu de la cellule en dessous, forcément, m'a appelé par mon prénom, m'a insulté, m'a menacé, comme vous pouvez l'imaginer, puisque ça se fait déjà à l'extérieur. Donc vous imaginez bien quand ils sont en détention, un endroit qui pour eux reste leur endroit. Du coup, vous êtes policier, on vous appelle par votre prénom, on tape pour éviter que vous vous endormiez. Donc ça a duré toute la première nuit. Donc ça a été compliqué, effectivement, oui. Alors, on va raconter évidemment votre séjour en prison, pourquoi vous sortirez. Puis je rappelle quand même que vous avez été relaxé, c'est ça qui est important, au bout de 10 ans, que vous êtes toujours aujourd'hui dans la police, vous êtes... Responsable syndical Alliance. Donc vous n'êtes plus un baqueux et vous n'êtes jamais retourné sur le terrain. Mais notre émission permet un échange avec les auditeurs qui peuvent vous poser des questions. Et c'est le cas, je pense, avec qui sommes-nous ? Nous sommes avec Philippe. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe qui nous écoute sans doute depuis le début de cette émission. Bonjour Philippe, vous êtes chauffeur routier et je sais que vous nous appelez régulièrement. Ouais, ça va? Ça va bien. Excusez-moi de vous déranger. Non, Bonjour Philippe. J'étais en train de sortir des quais, c'est pour ça. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes sortir des quais, vous êtes où? Là, je suis dans l'Essonne. Vous êtes dans l'Essonne. Bon. Et vous nous écoutez, vous avez peut-être une question à poser à Sébastien Soulet, qui a écrit, je le rappelle, Flic à la Bachner, un des personnages, un des héros qui a inspiré le film de Monsieur Jiménez Bachner. Non, j'ai pas spécialement de questions à poser. Vous avez bien fait d'appeler, alors. Non, mais excusez-moi, mais du coup, comme j'étais au déchargement, j'ai pas écouté tout ce qui a été dit avant. Voilà, à ma décharge. Par contre, je me rappelle que quand le film Bachner était sorti, toute la droite s'était soulevée en disant oui, ça montre le manque de moyens dans la police, etc. Donc en gros, pour eux, Bachner, ça reflétait un peu ce que vivait la police au quotidien, le manque de moyens, etc. Enfin, bref. Moi, Bachner, tout ce que j'ai vu une fois, et j'en ai eu bien assez, je ne le reverrai pas. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, il y a quand même une bonne partie de victimisation de la police. Et que ça montre aussi le fait que la police se couvre énormément entre elles. Voilà. C'est pas vraiment l'histoire de Bachner, puisqu'ils précisément ils ont terminé en prison, donc c'est une lecture particulière que vous faites. Moi, c'est toujours intéressant de voir comment les uns et les autres voient un film. C'est quand même des voyous qui mènent la vie dure à des policiers. Les policiers, pour vous, pour moi, ils font un travail que ni vous ni moi ne ferions. Et la première chose que vous dites ou que vous faites lorsque vous les voyez, c'est au lieu de dire écoutez, votre travail est quand même très dangereux, vous allez au contact de gens qui dealent, qui sont des criminels parfois, et au lieu d'avoir un peu d'empathie et de sympathie pour eux, immédiatement vous leur tapez dessus. C'est toujours ça qui m'étonne, Philippe, dans la vie, parce que chacun a un cerveau différent. Moi, je vois pas les choses comme vous. C'est-à-dire que quand je vois les gendarmes et les voleurs, je me mets plutôt du côté des gendarmes, tout de suite. Mais bon. Alors, vous parlez de dangerosité, d'accord? Je fais 3500 km par semaine. La route, elle est tout aussi dangereuse. Non, elle n'est pas aussi dangereuse que de vous retrouver avec des loulous qui veulent vous tuer parce que vous allez les appréhender. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le nombre de morts sur la route par an. Enfin bref, c'est peut-être pas la même chose, mais chaque métier a un Donc risque, pour vous, les flics se victimisent. Alors on demande effectivement à notre invité, les flics se victimisent. C'est quelque chose que certains disent. Philippe, bonjour. Déjà, je vous ai entendu. Écoutez, bonjour. Effectivement, on n'a pas la même vision du film parce que je suis pas sûr. Alors, je pense que vous connaissez pas le réalisateur. Il n'a pas voulu faire un documentaire sur la police. Déjà, ça a été un film. Il n'a pas voulu faire un film pro-policier parce que c'est pas son côté-là. En plus, croyez-moi, je le connais assez pour vous le dire. Maintenant, je ne vois pas en quoi vous voyez qu'on se victimise si ce n'est des policiers que vous envoyez en prison, où vous voyez un peu de souffrance, comme ça peut arriver, monsieur, je vous le rappelle, à un chauffeur routier, ça peut arriver, ça peut basculer très vite aussi. Je ne vois pas en quoi on se victimise de voir qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il y a des familles et qu'il y a beaucoup de souffrance parce qu'on a traversé. Après, revenir sur la police et dire que la route tue, bien évidemment, mais on n'est pas là pour faire un parallèle entre votre métier et le nôtre.
autre. On est surtout là pour vous dire, vous savez que on tient des cités en respect à 3 dans une voiture. J'ai pas dit qu'on était des héros, loin de là, et d'ailleurs mon livre le fait bien ressortir, on n'a jamais dit quoi que ce soit, mais je vous assure, monsieur, que ceux qui le font, ils le font par passion, et que tout le monde n'est pas en capacité de le faire, comme votre métier, je le reconnais tout à fait, mais je vois pas en quoi vous parlez de victimisation, je suis pas d'accord avec vous. Alors déjà, moi je dis pas que le réalisateur ait voulu passer quoi que ce soit comme message. Moi je vois déjà la récupération politique qu'il y avait eu après la sortie de Bac Nord. D'accord, il y a eu une énorme la récupération politique, c'est plus si vous me permettez, ceux qui ont attaqué le film Bac-Nord Ah non, même ceux qui l'ont défendu. Ah non. Oui, Les Monsieur Ciotti, etc., ils n'ont pas attaqué le film. Ils ont justement dit... Libération a dit que c'était un film fasciste, je crois. Moi, je parle pas de Libération. Moi, je parle des politiciens qui ont... il y a une querelle. Comme il y a une querelle politique en France surtout, il y a aussi une querelle sur Bac-Nord. C'est simplement un film qui témoigne d'une réalité. Et alors, l'instrumentalisation, vous avez raison, ça peut être agaçant parfois. Mais écoutez, convenons une chose, c'est que le métier que fait Sébastien Soulet n'est pas simple, que la drogue est un problème XXL, qu'il faut pouvoir y répondre, et que tout ça est très compliqué aujourd'hui. Non, mais je pense quand même que déjà, alors quand on va parler de la drogue, on va parler par exemple juste du cannabis, d'accord ? Je pense que c'est une lutte qui ne sera jamais gagnée, qui donne du travail à la police et qui, entre guillemets, qui ne sert à rien parce que le gars il va se faire arrêter, si c'est un mineur il va ressortir, etc. Donc en fait cette politique donne du travail à la police. Vous avez une manière, Philippe. On pense vraiment pas pareil, quoi. C'est ça qui est formidable d'ailleurs dans la vie, mais tant mieux. Le petit gamin qui va se faire arrêter, qui ne paraît de shit, alors soit on va lui prendre, on va lui prendre en disant bon, on va plus te choper, machin, soit il sera embarqué au commissariat pour une déposition, 2 heures après il est sorti, ça fait faire de la paperasse aux agents de police, etc. En gros, c'est une lutte qui ne sert à rien, il y a beaucoup plus important. Bon, Philippe, j'ai compris le sens de votre pensée. Moi, ce que je vous propose, comme il est 11h26, on va marquer dans peu de temps une pause. Et puis, je voudrais effectivement qu'on revienne sur le livre et que les témoignages du livre que je trouve très fort, et notamment ce témoignage humain, 69 jours en prison. 69 jours en prison pour rien, puisque vous êtes relaxé à la fin. Ça change quand même la vie. Vous voulez dire un mot peut-être, monsieur Olivier ? Ah non, pas du tout, non, je venais pour... Parfois, il vient dans le studio. Bon, 69 jours. Bon, je vous demande pas si vous craquez, je vous demande pas comment ça se passe, parce que c'est des questions impudiques, mais j'imagine quand même que... Est-ce que vous vous surprenez ? Parce que est-ce que vous faites partie de ceux qui peuvent résister, à votre avis, lorsque vous entrez, ou vous êtes plus faible que d'autres ? Non, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand on rentre en prison. Déjà, quand on ne s'y attend pas, avec le statut de policier qui plus est, on ne s'y attend forcément pas à rentrer en prison. Et à ce moment-là, comme c'est un monde inconnu, vous avez un peu le sol qui se dérobe sous les pieds, vous ne connaissez pas ce que c'est une descente vertigineuse en enfer. Hein. Mais vous ne connaissez pas. Moi, j'ai plaisir à dire que c'est un face-à-face avec soi-même, c'est-à-dire qu'on se regarde et on ne sait pas comment on va réagir à ce moment-là. On peut le faire 2-3 fois, peut-être on n'aura pas du tout la même réaction. Moi, j'ai eu une réaction parce que je me suis tellement senti attaqué que pour justement prouver que je n'allais pas tomber, je pense que c'est ce qui m'a fait résister, et c'est en ça peut-être que l'IGPN, avec leur malice, ont essayé de nous faire tomber, et c'est peut-être ce qui m'a permis à moi de tenir, c'est que ça a été mon combat, de leur faire voir que je tenais, de leur faire voir que ils n'arriveraient pas à me mettre à genoux, et du coup, ça a été comme ça. Mais après, c'est un face-à-face, on se regarde et on ne sait pas comment on va réagir. On se dit, il faut garder la tête haute parce que vous avez une famille. Et pour eux, vous devez de le faire. Vous étiez combien en prison ? On était 7. Et les 7 ont réagi comme vous ? Non, c'est individuel. Ça, on ne peut pas savoir, comme je vous disais. Je sais que mon voisin de cellule n'a pas du tout réagi comme ça, puisqu'il a préféré prendre... Enfin, préféré, c'est un grand mot, mais... Il a demandé à prendre beaucoup de cachets qui lui faisaient pas comprendre justement dans quel endroit il se trouvait, parce que c'était peut-être trop dur pour lui de s'imaginer entre 4 murs avec et vous, une par petite exemple, de fenêtre. cachet, vous n'en avez jamais pris ? Non, j'en ai pas pris. Ça a fait partie des combats où je me suis dit j'en prendrai pas un. J'en voyais pas l'utilité parce que j'arrivais à affronter les choses. Moi, quand on me disait tu vas pas à la fenêtre parce que tous les
tous les voyous vont crier, vont hurler, du coup tu vas provoquer du bruit. Ben, écoutez, c'est triste hein, d'en arriver là, mais du coup ben, vous faites un pas en arrière et vous mettez plus à la fenêtre et puis vous verrez le soleil une fois que vous sortirez. Il est 11h28, Sébastien Soulé est avec nous. Il a écrit avec Christelle Marquez, flic à la BAC Nord, au cœur du scandale, le témoignage exceptionnel d'un flic de Marseille. On va continuer évidemment de parler puis de cela, et puis on évoquera comment vous en êtes sorti au bout de 69 jours. Qu'est-ce qui a fait le déclic que vous vous êtes retrouvé dehors en 1 minute ? À tout de suite. La gestion du temps en prison, c'est une chose qu'il faut appréhender. Écrivez-vous, surtout les premières semaines, le réveil vers 6h du matin avec l'allumage des lumières pour vérifier que personne ne s'est pendu dans sa cellule, le petit déjeuner qui suit rapidement, sauf mon premier matin, persuadé qu'après le réveil, le plateau du repas allait arriver, j'ai patienté un peu, et puis ne voyant rien venir, je me suis permis de sonner. Quand le gardien a pénétré dans ma cellule, je l'ai interrogé pour savoir s'il y avait un problème avec le café. Il n'y a pas de petit déjeuner, si tu veux manger, il faut cantiner, me répond-il. Un peu sèchement, cantiner. Cantiner, c'est le mot que vous entendez souvent en prison, c'est le mot que vous entendez dans les quartiers quand vous arrêtez les jeunes qui vous disent je vais cantiner, il faut cantiner. Mais ça, c'est un mot qui vous frappe fort quand vous rentrez en prison parce que vous en avez entendu parler, mais là, vous comprenez pas tout. Moi, je me demandais juste si j'allais pouvoir déjeuner. Alors, je demandais pas forcément un déjeuner 4 étoiles, forcément, mais je voulais juste savoir si on allait m'amener quelque chose. Et du coup, le matin, oui, il me dit il va falloir cantiner. Donc là, j'ai eu quand même pas mal de questions. C'est comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, j'ai eu beaucoup de réponses. Alors, je les ai pas toutes trop bien perçues de suite parce que j'ai redemandé quelques jours après. Et en gros, vous comprenez qu'il vous faut ouvrir un compte à la prison, mais que ça se fait que par votre famille à l'extérieur parce qu'il faut de l'argent. Et c'est avec ça que vous pouvez commander à manger, que vous pouvez commander une poêle par exemple, ce qui va vous permettre de faire autre chose à manger que ce qu'on va vous servir. Et puis il y a vous, et il y a votre famille, il y a votre fils, hein, bien sûr, qui souffre, bien sûr, et puis votre femme, dont vous parlez avec beaucoup d'émotion et beaucoup de délicatesse. Alors c'est Sabrina sans doute, a fait le ménage et s'est privée de tout. Elle a résilié l'abonnement à Canal+, pour forfait de portable SFR. Il fallait à tout prix que le remboursement du crédit de la maison passe chaque mois pour que notre situation ne soit pas encore plus catastrophique. Les courses pour les repas étaient réduites à leur plus simple expression, même l'achat du lait infantile, alors que bébé n'avait que 4 mois, n'était plus possible. Dès qu'elle mettait quelque chose dans le caddie, elle tapait la somme sur le clavier. Cela ne devait pas dépasser 50 €, couche comprise pour le petit. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes en prison, vous n'êtes plus payé. Non, du coup, on a été pas payé pendant quelques mois. Ça fait 6 mois en tout, où on a été privé de salaire. Et c'est ce que je disais, c'est que la prison, c'est très dur, mais vous avez, à part le temps à gérer, et vous n'avez pas grand-chose à faire de plus. Et le plus dur, ça reste à l'extérieur, parce que du coup, vous avez tout à gérer. Vous avez le salaire qui est à moins, vous avez quand même vos crédits auxquels il faut faire face. On avait un enfant, nous, qui avait 6 mois à l'époque. Vous avez le regard des gens, vous avez votre travail. Donc le plus dur, c'est ce qui se passe à l'extérieur plutôt que dedans. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire c'est pas une déclaration, mais j'ai voulu marquer que le plus dur, ça a été ce qu'a affronté mon épouse et pas moi en prison. Si vous nous... Oui, j'imagine que c'est difficile, quoi. D'ailleurs, ce mot, j'imagine, il n'est absolument pas adapté parce qu'on ne peut pas imaginer ce par quoi vous êtes passé. C'est la leçon de la vie, c'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir comment l'autre l'a vécu. Si vous nous rejoignez à l'instant, Sébastien Soulé, flic à la BAC Nord, c'est aux éditions d'ailleurs City Témoignages, et c'est un des personnages qui a inspiré le film BAC Nord. Alors, comment ça s'arrête ? Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 69 jours, et pourquoi vous sortez de prison ? À l'époque, je demande une audition avec la juge d'instruction parce que je n'en avais pas eu depuis le premier jour de garde à vue. J'avais pas eu d'audition avec la juge d'instruction, donc mon avocat demande une audition qui se déroule le 12 décembre 2012. Et donc la juge d'instruction me reçoit et à l'issue de l'audition me dit que je suis libéré et que j'ai le droit de travailler. C'est-à-dire, c'est ça qui est quand même assez fou. Donc vous êtes mis en examen, mais vous pouvez être policier quand même. On est mis en examen depuis le début. Mais vous pouvez placé travailler. en détention. Donc là, elle me sort de détention, mise en examen toujours.
ça durera encore longtemps, puisque avant que le dossier soit renvoyé devant un tribunal. Mais et elle me donne le droit d'exercer, c'est quand même assez fou. Parce mais que qu'est-ce que vous exercez? les fonctions de policier. Oui, mais dans ces cas-là, on vous met dans un bureau, j'imagine. Dans ces cas-là, non, vous ressortez. Alors, on vous met sur le terrain? Libre choix, oui. Alors, l'administration a mis 3 mois avant de me réintégrer parce que c'était quand même quelque chose qui n'avait pas été connu avant. Donc, forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais techniquement, c'était réalisable. C'est qu'on nous avait juste dit sur le contrôle judiciaire, on était interdit de travailler sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Donc, ça nous imposait de partir de notre département pour aller travailler. Mais si l'administration avait mis un jour à me muter, par exemple dans le Var, ce qui m'est arrivé, j'aurais repris mon uniforme, puisque là c'était plus un uniforme qu'il fallait travailler. J'aurais repris mon arme et j'aurais exercé les fonctions de policier du jour au lendemain. Mais pourquoi ils vous libèrent du jour au lendemain au bout de 69 jours? Quels sont les éléments nouveaux? C'est une question que j'aurais aimé qu'on pose à la juge d'instruction. Moi je pense que c'est à ce moment-là qu'elle avait entre les mains nos déclarations, qu'on n'avait pas changé une seule ligne de mes déclarations depuis le premier jour. Ça, c'est pas parce qu'on a changé de version ou quoi que ce soit, puisqu'il y en a qui disent oui, ils ont dû dire ça ou ça. Non, en fait, Mais vous l'avez pas vu entre la garde à vue et le moment où vous libérez, vous n'avez pas eu d'audition. Le seul problème, c'est que l'IGPN, quand c'était ceux qui étaient en charge de l'affaire, ont fait remonter à la juge d'instruction ce que eux ressentaient de l'affaire. Et je pense que c'est là où le mal a été fait, c'est que ils ont donné qu'une version négative de l'affaire, ils ont donné qu'une version négative et fausse surtout, et erronée au vu des sonorisations qui ont été fausses et un peu trafiquées. Je pense qu'ils ont noirci le personnage quand ils ont présenté ça à la juge d'instruction. Elle n'avait qu'un moyen de le faire, c'était de nous mettre en détention, parce qu'il y avait l'opinion publique qui poussait très fort aussi, et que quand elle a commencé à se mettre peut-être toute seule dans son bureau et à lire nos déclarations, elle s'est dit, mais peut-être que ça laisse place au doute. Est-ce qu'il ne faudrait pas les croire? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que tout ça? Parce que je ne vois pas comment on peut sortir de détention et reprendre le travail du jour au lendemain. Pour moi, c'est que la justice s'est fait une idée de ce qu'on avait dit, et une bonne idée, puisque ça nous a donné raison. Mais là, on est en 2012 quand vous sortez? Je suis le 12 décembre 2012, oui. J'imagine évidemment que chaque date, vous vous en souvenez précisément. Le procès aura lieu quand? Le procès se passera en avril 2021. Et il faut savoir qu'entre la sortie de prison le 12 décembre 2012, où on est quand même mis en examen, on a été entendu par la juge d'instruction qu'une seule fois, c'était en 2016. Et vous arrivez au procès 9 ans plus tard. Et on arrive au procès. Et vous serez relaxé 9 ans plus tard. 9 ans plus tard. En ayant travaillé pendant 9 ans. En ayant travaillé dans la police pendant 9 ans, avec une épée de Damoclès, avec du sursis, parce que je me souviens du réquisitoire du procureur, du parquet qui dit oui, pour ma part, il me dit 3 mois avec sursis, mais j'avais envie de lui répondre, bon, on n'a peut-être pas le recul nécessaire à ce moment-là, mais j'avais envie de lui dire, mais ça fait 9 ans qu'on est en sursis, vous auriez même pu mettre 10, 15, c'était la même chose. C'est-à-dire que le procureur n'a demandé contre vous que, si j'ose dire, 3 mois avec sursis. 3 ans avec sursis. Ah, 3 ans. Mais vous aviez dit 3 mois. On a parlé, pardon, c'est moi qui ai peut-être fourché. Bon, mais vous avez été relaxé. Mais, oui. Et le procureur, le parquet n'a pas fait appel. Le parquet a fait appel après la première décision, après le premier rendu du tribunal du 2021. Le parquet fait appel le dernier jour. Ça aussi, ça reste énigmatique. C'est savoir pourquoi le dernier jour, alors qu'en principe, les appels se font très rapidement parce qu'ils sont contre les décisions rendues. Ça a été fait et après, on a reçu un courrier via l'avocat pour nous dire quelques mois plus tard, alors que le deuxième procès était annoncé en 2022, en septembre, que le parquet général ne poursuivait pas l'appel et interjetait l'appel, il s'est désisté. Bon, vraiment, c'est un livre, moi j'ai trouvé absolument formidable. On n'a pas parlé de Manuel Valls, qui est quand même ministre de l'Intérieur, qui vous lâche au bout de 24 heures. C'est ça, qui nous lâche 24 heures sous la... Je sais pas si... Qui peut surprendre, bien sûr, mais il y a tellement de choses dans ce livre que j'invite tout le monde à le lire. Et vous avez le sourire, je vous assure, vous avez bon caractère, si vous me permettez, Sébastien Soulet, parce que vous pourriez être en colère, vous pourriez être dans quelque chose de vindicatif, vous en parlez comme d'une histoire, comme ça, avec détachement, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous avez une bonne nature, si vous me permettez. Je pense que l'eau a coulé, ça faisait 9 ans, donc forcément la colère a disparu. Ce sentiment, forcément, on l'a eu, surtout quand ça vient de votre ministre de tutelle.
Maintenant, c'est un politique. Je pense que ça peut peut-être faire réfléchir certains. C'est qu'il y a une présomption d'innocence et je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on prend la parole officiellement ou médiatiquement. Le petit garçon, il a quel âge aujourd'hui ? Il a 11 ans. Bon, et votre épouse, Sabrina, j'imagine ça a resserré peut-être les liens ? Je pensais que vous alliez me demander son âge, non? Non, mais j'imagine que ces épreuves-là, c'est l'épreuve du feu. Bien entendu, c'est là où ça passe, où ça casse. Ben voilà, Voilà, exactement. Donc là, c'est passé. C'est passé tout simplement parce que elle est fonctionnaire de police et je pense que à ce moment-là, un policier savait exactement ce qu'on faisait, ce qu'on était en capacité de faire et surtout ce qu'on était en capacité de ne pas faire, du moins pour son mari. Et je pense que ça l'a aidé aussi à percevoir cette affaire et la globalité de cette affaire. Et effectivement, ça nous a soudés encore plus. Bah, j'imagine, ça crée un lien qui ne peut plus se casser jusqu'à la fin des temps. Non, mais je l'espère bien, mais vous en parlez avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'émotions. Donc, beaucoup d'émotions. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Bon, on n'a pas parlé de l'Olympique de Marseille. Bon, c'est le sujet qui fâche, bien évidemment. Hein, bon, que dites-vous, monsieur Fabrice Lafitte ? On peut faire un petit point avec Olivier, puisqu'il est là, on en profite. Ah oui, Olivier, c'est moi. Avec Olivier, oui. Mais il me parle, ça fait quelques jours, je ne sais pas, il est... Oui, dites-moi. Il est chafouin. Ah oui, mais pas du tout. Parce que je il est parle en à l'oreillette, fin de course, il n'est pas gêné. Il sait qu'il est en fin de course, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Vous croyez que vous êtes en début de course Le petit genou, là. Il a même pas commencé à courir, lui. Votre pull en nylon que vous nous ressortez régulièrement des frères Jacques. Vous avez vu dans quelles conditions je travaille, Est-ce je vois que ça. vous connaissez Marseille ? Attendez, non, mais vous me prenez pour. Non, mais vous êtes allé. La ville. Ah oui, Je que vous connaissez le nom de Marseille. Ah oui. Non, mais vous êtes allé à Marseille déjà Oui, je suis allé, bien sûr. Oui. Et vous avez apprécié parce qu'on aime ou on déteste Marseille. Il y a des gens qui peuvent peut-être détester. On aime tout de suite ou on déteste toujours. Si, non. Oui, non, c'était sympa. Mais je suis allé il y a très longtemps. Donc j'ai pas une idée de ce que c'est aujourd'hui. Vous avez 23 ans. Oui, bah, il avait 6 mois, si il s'en vous êtes souvient allé plus. quand vous aviez 4 ans et demi, Oui, c'est ça. effectivement. 4 ou 5 ans, oui, c'est Ouais, ça. Oui, donc, bah oui. effectivement, Écoutez, vous vous aviez déjà 40 ans à l'époque, mais oui, c'est ça, exactement. C'est agréable. Monsieur Quelle Soulet. insolence. Vous avez des menottes là sur place? Je les ai plus, mais je vois que c'était une réponse politique par contre. Bon. Allez, on a reçu beaucoup de messages de soutien pour Sébastien Soulet. Et Claudia nous écrit: merci à Sébastien. Je vais chez mon libraire commander son livre immédiatement. Ah oui, il est une bonne nouvelle. formidable. Ah oui, Il est oui. formidable. Bénédicte nous dit: toute mon admiration à ce monsieur et aux policiers en général. Son témoignage est poignant. Et on conclut, bon, elle n'a rien à voir avec Nathalie sur la page. Je vous regarde en live vidéo et je trouve Sébastien très séduisant. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je suis assez d'accord avec vous. Il y a quelque chose. Vous feriez un comédien de première Je pense que qualité. c'était pas tout à fait l'angle du commentaire. Non, mais c'est une auditrice. Oui, je pense que c'était. Oui, c'était pas. Oui. Bah, ça peut être un auditeur aussi. Vous Oui, savez, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'est Nathalie. Donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se dit au revoir alors? On se dit au revoir déjà. C'est passé vite. Écoutez, Sébastien J'ai bien Soulet, aimé le livre, moi, par contre. Eh ben écoutez, oui, moi vraiment. Oui, mais il y en Vous a nous le qu'un. donnez? Il y en a qu'un, donc vous le Moi, je lirez dis jamais, ensemble. passez-le-moi. Vous le lirez lire ensemble. De toute façon, vous êtes ensemble maintenant. Oui, oui, tout le monde le sait. Arrêtez ce. N'importe quoi. Monsieur Gérard, il écoute, non. C'est comme mon Monsieur neveu. Bon, vous repartez quand pour Marseille? Je repars dès cet après-midi. Bon, bah écoutez, vous saluez la Bon retour. cité phocéenne avec son nouvel entraîneur de football, Monsieur Gasset. Et nous, on salue tous les Marseillais qui nous écoutent. Allez. Et on salue la BAC Nord. Elle est toujours. Elle est toujours en fonction et moi aussi je les salue. Il y a combien? C'est combien? 70 personnes? C'est en gros 70 personnes, oui c'est ça. Bon, qui sont sur le terrain. On écoute la radio lorsqu'on est dans la voiture? Oui, bien sûr, ça, C'est vrai c'est un peu ce qui suit dans la voiture. C'est Et que quelle radio vous mettez, mais européenne, bien sûr. Alors si vos collègues écoutent, il n'y a que des hommes quasiment. Il y a très peu de femmes sur les Il y a 70. très peu de femmes sur ce service. Bon, bah écoutez, on les salue et puis toutes les BAC qui nous écoutent, peut-être elles nous écoutent dans les voitures. À Donc, Marseille, 65.8. Exactement, Europe 1. les BACeux, c'est une sorte, j'allais dire une sorte d'aristocratie de la police, mais c'est des personnels particuliers. C'est vrai, des esprits particuliers qui sont formés d'une manière également particulière. Je remercie vraiment, c'était un plaisir. Et puis Merci nous, on va infiniment. continuer à parler police-justice dans une seconde. Avec William Molini. À tout de suite sur Europe 1.